berger de littoral, c'est vrai que c'est pas fréquent. Hein. Surtout maintenant. Berger de littoral, ça devient, c'est presque une anomalie. Hein. Ça, c'est clair. Même si moi, j'étais bien avant, enfin, ma famille était bien avant que tous ces projets de construction qu'il peut y avoir. Ça, c'est sûr. C'est un endroit rêvé pour faire les chèvres. Il n'y a pas mieux. Hein, y a pas mieux. Vous mettez sur un pic et vous voyez la mer des deux côtés. Donc, vous pouvez très bien localiser les chèvres. Voilà. Vous les envoyez où vous voulez. Vous savez déjà où elles sont. Et puis, il y a quelque chose de particulier qui est très important. C'est le goût du produit. Parce que le produit présalé, ça n'a pas de prix. Que ce soit la bruyère, que ce soit le lentisque, que ce soit je sais pas moi, tout ce qui est maquis qu'on voit de partout, au bord de mer, c'est quand même, je veux dire, le sel, les embruns, c'est tous les jours dessus. Et donc, elle mange pratiquement du concentré. Et le goût, il est très, c'est allégé en fait. C'est un goût très léger, voilà. Ça le rend presque sucré. Ouais. La famille Terrazzone est arrivée pratiquement après la guerre, oui. Et donc ils se sont implantés à Santa Manza. Et avec leurs 10 enfants, évidemment, c'était pas... Je veux dire, il n'y avait pas chacun sa chambre, hein, là. Hein. C'était pire que les Indiens. Hein. Il y avait une vieille bergerie, qui est plus haut, et c'est tout. Il n'y avait rien. C'est que mon grand-père, ils étaient 10 enfants, 10 enfants, il y en a un qui était là, un autre qui faisait une autre chose, d'accord, voilà. Tout le monde participait. Mais c'était la vie était comme ça. Et mon père, pareil, je veux dire, mon père, dès qu'on avait l'âge de comprendre, les tâches, elles y allaient, hein, voilà. Donc il fallait faire le bois pour faire le broutch, quotidiennement. Évidemment, pour ne pas faire 2 voyages de bois, on faisait un voyage, je veux dire, il était 3 fois notre poids, le dos cassé. On a vécu où il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de ciment, il n'y avait rien. Je veux dire, c'était tout en pierre sèche. Il y avait le vent qui passait à travers les pierres. Donc, c'était un peu... On a vécu un peu de moments, mais bon, il fallait tirer au sort pour aller chercher l'eau. Voilà. E oui, dei bidoni. C'era un pozzo e d'inverno, perché dopo d'estate c'era più nulla, perché dopo si seccava tutto e voilà. E dopo era difficile, a mia mamma tinta portava i panni in capo, andava lontano a lavare i panni. Ouais. Il n'y avait aucune famille qui vivait ici. On était tout seul. Il n'y avait pas de route, il fallait monter à Dodane. Mon père avait l'âne, et voilà. Et quand il fallait faire les courses, on allait à Dodane. Donc un jour, ça lui a pris l'envie de faire une route. Et oui, mais pour faire une route, il fallait des moyens. On ne fait pas une route comme ça. Donc il appelle un cousin qui avait une Oskish, une voiture américaine, Oskish, énorme. Et les voilà partis. Oh. Et ils font d'en bas de la petite maisonnette qui est en bas au bord de la mer, jusqu'à la bergerie, et ils tracent une route. Aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, à force de passer dessus, c'est devenu la route. Voilà. Et ensuite, mon père, il avait une grosse... il avait une passion. Lui, c'était les bulldozers. Donc, il était toujours de cul sur ce bulldozer. Et il a fait toutes ces routes qu'il y a de partout.
père était berger et pêcheur. Il avait son pointu, il mettait ses filets. Oui, pour ça, il avait le pied marin, ça c'est sûr. Et il connaissait tous les coins de Lavezzi, de partout. Il accrochait les vaches à l'arrière de la barque et les faisait nager. De Piantarella jusqu'aux îles Lavezzi. Et ça, c'est devenu presque une légende, mais c'est la vérité. Voilà. Quand il était berger-pêcheur, nous, on était déjà quand même assez grands. Et donc, la plupart des travaux, on les faisait nous. Hein. Donc, lui, il avait largement le temps de faire ce qu'il avait envie de faire. D'accord? Voilà. Et donc, c'est sûr que c'était quand même encore à l'ancienne. Il fallait filer droit. D'accord? Voilà. C'était comme ça, donc c'était l'époque qui voulait ça, et donc on n'avait pas... Voilà. Et donc voilà, lui c'était arrivé au mois de juin, c'est bon, la barque, torse nu, voilà, et il faisait promener des touristes, ça draguait. En barque, c'est un super moyen, hein. Allez. Enfin voilà, quoi. C'était la vie qui était quand même... on vivait d'une certaine manière, mais quand même avec de l'insouciance. Ouais. Moi j'ai eu la chance de connaître un peu d'insouciance. En 1980, je deviens chef d'exploitation. Hein. Lui, il me laisse la main. Parce que celui qui faisait le fromage et le brooch depuis l'âge de 12 ans à peu près, c'était moi. Personne d'autre ne le faisait. Et moi, j'aimais beaucoup. Et donc, j'aimais aussi ce fait d'appartenir à quelque chose, de ne pas être un numéro, d'être une identité. Et ça a commencé très très tôt. Et je voulais absolument, justement, apprendre à faire le fromage et le brooch, et c'est moi qui le faisais. 88, c'est là que je connais ma femme. 88, italienne, qui pas un mot de français. Donc elle arrive là en vacances. Je vois cette fille perchée sur un rocher. Je sais pas, elle était les yeux complètement dans le néant. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un problème, il va falloir que j'intervienne. Et donc, je l'emmène à la pharmacie, parce qu'elle était cramée complètement. Je veux dire, voilà, acheter de la crème, parce que... Et je sais pas, il y a eu quelque chose. Et donc, voilà, à un certain moment, je lui dis, regarde, on se marie, par téléphone, hein. Tout ça par téléphone. Bon, d'accord. Elle me dit oui. Bon. Elle arrive. Mon père, regarde cette fille, toujours maquillée, bien mise. Donc, elle a passé quelques temps avec moi. On allait traire, elle venait avec moi. Voilà. Elle participait de loin à tout ce que je faisais, tu vois. Un jour, elle me dit, voilà, j'aimerais qu'on prenne faire partie intégrante de l'exploitation. Ah, d'accord. J'ai dit, ben oui. Évidemment, moi, je ne le voyais pas très très bien parce que elle s'immisçait dans mon monde et ça, je ne l'appréciais pas beaucoup, en fait. Et donc, et puis bon, j'avais peur. J'avais peur d'une chose, c'est qu'elle me chamboule tout. C'est ça qui était important. Et en fait, non, parce qu'elle décide d'aller à Sartène, à l'école, et elle décroche son diplôme d'exploitant, voilà.
Et à partir de là, tout s'enchaîne. Donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire possibilité de faire un bâtiment agricole. Ensuite, évidemment, on n'avait rien, parce qu'on n'était pas dans les normes, on n'avait pas de fromagerie, on n'avait rien. Je veux dire, la bergerie en haut, il n'y avait rien, pratiquement rien. Il y avait une baraque en bois, et voilà. Donc, elle se lance, elle décide de faire construire une fromagerie dans les normes européennes. Et donc, là, c'est... Voilà, après tout s'est enchaîné. Et voilà, si tout ce qu'elle a là maintenant, actuellement, eh ben, c'est grâce à elle. Aujourd'hui, moi, je n'exerce plus et c'est mon ex-épouse qui s'en occupe, qui essaye de mener à bien l'exploitation, ça c'est clair. Moi, je suis là pour conseiller, voilà. Moi, je ne suis pas partie prenante de l'activité actuelle. Ça me permet d'avoir un œil sur beaucoup de choses, sur tout ce qui se passe autour de la région, hein. Voilà. Maintenant, l'œil, il n'est pas toujours, il n'est pas toujours satisfait. Je sens que l'exploitation de ma femme, elle est menacée, pour la simple et bonne raison, c'est que les projets de maison se rapprochent de plus en plus et qu'il n'y a pas de définition de zone proprement dite au niveau des bergers des chèvres. Parce que les chèvres, ça fait... il y a des zones parcours, on appelle ça des parcours. Et les parcours ne sont pas définis comme des zones, parce que les chèvres, elles vont partout, en fait. Ce n'est pas comme des brebis, où il y a des parcages. Là, on peut définir une zone agricole. Donc, on est sur des terrains qui ne sont pas agricoles, qui sont naturels. Et donc, n'étant pas des zones agricoles, ça laisse libre cours à un changement de destination. Eh oui, on est dans le flou complet. Mais voilà, c'est cette capacité politique de changer la destination de terrain, de zone naturelle, bien définie, zone humide, bien définie. Ben oui, ça passe constructible d'un coup. Voilà. Et après, voilà. Et après, on voit émerger des maisons, et on voit ci, voilà. Il n'y a pas encore de décret ni de texte qui définit que pendant 30 ou 40 ans, on sera tranquille. Ça n'existe pas encore. Hein. Il y a des discussions sur le PADUC qui sont interminables. Le PADUC, avant qu'il soit accepté, le PADUC, il va passer encore quelques années. Depuis les années 60, les promoteurs étaient là. Hein. Ah oui, qui voulaient acheter, qui voulaient faire ci, qui voulaient faire là. Donc on était toujours sur un siège éjectable, nous. Hein. Ah oui, ah oui. Donc des gros projets. Il faut savoir qu'à Santa-Manse, ils voulaient faire un port de guerre, il faut le savoir ça. Eh oui. Et donc après, ils ont changé et ils l'ont fait à Bizerte. Eh oui. Eh oui. Ensuite, il y a aussi une autre chose, c'est que l'Agacan voulait acheter Santa-Manse. Eh oui, l'Agacan voulait acheter. Ensuite, il y a des gens influents qui l'ont dissuadé et il a acheté à Porto Cervo. Ben oui, il y a des gens par hélicoptère qui disent voilà, ça, je vais acheter ça, sans même voir le terrain. Hein. L'appétit spéculatif, il est là. Hein. Ça, c'est sûr. Pourquoi cet acharnement à vouloir acheter des terrains en zone remarquable, en zone où on sait qu'on ne peut rien faire? Je suis désolé, mais voilà. Il y a des gens qui achètent ces genres de terrains. C'est tout. Voilà.
Donc, ça veut dire que à un certain moment, on peut faire quelque chose. Parce que rien n'est figé. Je serais beaucoup plus rassuré si le PADUC était déjà défini et qu'il puisse l'être pendant 40 ans, au moins. Là, je serais plus confiant et beaucoup plus rassuré. Mais là, ce n'est pas le cas. Dès l'instant qu'il y a un projet, il n'y a aucun problème. La destination change de fait. Il n'y a aucun problème. Regarde, zone remarquable à Rondinard. Au milieu de nulle part. Hein, carrément dans le maquis. Ils ont fait des constructions. Hein. C'est tout. Il y avait un permis qui a été attaqué, après il y avait ABCDE, après il y avait ici, il y avait là. Mais au bout du compte, hein, il y a eu un arrangement avec la mairie. Au lieu de 5 villas, c'est 3 villas, mais 3 villas, il les a fait quand même. Voilà. Stop. Maintenant, si c'est ça le progrès, moi je veux bien. Hein. Mais bon, c'est peut-être ça. Un tas de villas qui sont à des gens qui sont 6 mois par an, où on trouve le plus souvent des volets fermés. Voilà, moi je veux bien. Hein. C'est tout. Et qui arrive que l'été, quoi. Ah oui, bon, l'été, après, c'est autre chose. Le tourisme prendra le pas, parce que moi je pense pas que, je veux dire, devant les sous, il n'y a personne qui recule. Et que géographiquement, on est un peu une anomalie. C'est une anomalie d'avoir un berger dans un site qui est voué au tourisme de masse, hein, et aux constructions aussi. Il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui est venue voir ma femme, et défend les intérêts d'une propriétaire qui est autour de l'exploitation. Elle veut faire un centre de remise en forme pour sportifs de haut niveau et qui intégrerait l'exploitation. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'elle soit tranquille, il vaut mieux qu'elle intègre l'exploitation. Ça permet de museler l'agriculteur. Et la meilleure manière de le museler, c'est de l'intégrer avec des chiffres à la clé. C'est ça qui est important. De dire, voilà, du jour au lendemain, oh purée, du jour au lendemain, il va devenir riche. Voilà. Comme c'est un pauvre type, parce que c'est un agriculteur, hein, et on sait très bien que les ambitions des agriculteurs, bon, c'est très limité. Il faut se mettre à l'évidence, parce que ça a des visions d'autre chose, hein, pas spécialement spéculatives et financières. Hein, on est d'accord. Et donc voilà. Donc cette personne est venue là, oui, voilà. Je vous présente mon projet. Il y aura une dizaine d'habitations, donc tout autour, évidemment, à 20 mètres de l'exploitation. Donc, comment on peut imaginer qu'à 20 mètres de l'exploitation, tout soit cohérent avec des chèvres ? Non, ça je crois pas. Et donc, voilà. Après, c'est toujours pareil. Il y a eu la volonté du maire. Et le maire, dans ce coup-là, il a dit, regardez, il y a une exploitation agricole. Moi, je suis tout à fait contre ce qui est quelque chose autour. Il suffit que le maire soit d'accord. C'est fini. Il y a tout qui part. Zone ou pas zone. Et ça, voilà. C'est tout. Mais bon, il est encore dans les cartons, le projet. Hein. Il risque de ressortir. Hein.
il a toujours protégé le fait qu'il y ait une agricultrice à Santa Manza. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà, parce que il a toujours été conscient que un agriculteur, il y a ce côté identitaire, c'est une identité. Hein. C'est pas un numéro. D'accord ? Un Français ou n'importe quelle personne qui vient chercher et qui achète un morceau de terrain, pour moi, c'est un numéro. Voilà. Parce que nous, on produit, on participe à l'évolution d'un tas de choses. D'accord ? Et c'est vrai que c'est très difficile de comprendre ça, évidemment. Les gens qui arrivent, ils disent « Ah oui, tiens, il y a un berger, bon, on ne savait pas. » Les gens ne s'imaginent pas que, effectivement, dans un endroit où, éventuellement, ils pourraient s'acheter un petit morceau de paradis, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un agriculteur. Voilà. Et quelque part, ils se disent « Ah ben ça, alors, voilà. » Mais bon, la réalité prend vite le dessus. Hein. On ne détient pas les clés de notre avenir. C'est d'autres personnes qui détiennent les clés et qui sont là à décider de la vie ou de la mort de notre exploitation. C'est tout. Nous, on est là, on exploite. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, on exploite. Jusqu'au jour où une personne qui arrive, monsieur, voilà, stoppez tout parce que là, il y a un projet. Qu'est-ce que tu fais ? Tu en tues 2 ou 3. Il y en a un qui va disparaître. C'est un berger de brebis qui n'est pas très loin d'ici. Malheureusement, on y a fait une zone industrielle. Eh oui. Voilà. On a récupéré la zone autour de chez lui, la mairie, les mairies d'avant aussi. Et donc, c'est une zone industrielle. Il n'y a que des routes partout. Et lui, fini. Mais on ne se soucie pas plus que ça. Hein. C'est pas... Voilà. C'est plus quelque chose qui est voué à disparaître que quelque chose qui va être pérennisé, à mon avis. Voilà, vu la conjoncture et vu l'aspect géographique où on est installé. C'est tout. Ça, pour moi, c'est une évidence. Hein. Donc, c'est très difficile. Moi, je me vois mal, par exemple, de dire à mon fils, bon, ben, tu reprends l'exploitation, ou à sa mère qui dit à son fils, tu reprends l'exploitation. Moi, je ne crois pas qu'il puisse avoir toutes les garanties pour pouvoir continuer. Au contraire. Je suis plus dans le fait de le dissuader que de l'encourager, parce que y a aucune garantie. Aucune garantie. Du moins, pour l'instant, il n'y a rien. Quand je dis que je suis le dernier des Mohicans, bon, moi j'ai arrêté. Mais le sentiment, c'est que il y aura que le souvenir qu'il y avait un berger, quoi. Voilà, le souvenir lointain. Il dit, oui, c'est vrai qu'effectivement, là, il y avait un berger. Mais c'est tout. Mais l'impact en lui-même, je ne pense pas qu'il soit... Je ne suis pas très convaincu qu'il y ait un impact fort. Oui, par rapport à ma famille, peut-être, c'est vrai. Mais c'est tout. Non, ben, il y a des maisons, il y a des hôtels, il y a voilà, à la place. Ce qui compense largement. Parce que l'endroit est beau, parce que, voilà, c'est tout. Voilà.